Hello Thibaut, Salut. ça fait un peu plus longtemps que d'habitude qu'on ne s'est pas parlé, dis donc. Ouais, ma petite pause estivale. Bah, j'étais à la ferme. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, j'ai découvert que l'un des blogs les plus suivis d'Homme 2.0, c'est le TTA, c'est le Tribu Techno Autonome. Il y en a qui Mhm. regardent pas du tout, et il y en a qui regardent à fond. C'est un truc qui laisse pas indifférent en fait. Ouais. Euh, et en fait, quand on a parlé l'autre jour, je me suis aperçu, c'est pas tant, c'est l'autonomie en fait, c'est essayer de devenir autonome vis-à-vis du système. Et j'en prends plein ma gueule, plein ma race. Et donc, en fait, il suffit ça avec intérêt que je me fasse défoncer la gueule dans le projet. Ça les, ça les passionne, les enfoirés. Et donc, non, il y a un gros suivi et il n'y en a pas du tout, en fait. Il y en a, ils ne sont pas du tout intéressés. Il y a certaines personnes qui n'ouvrent même pas, qui sont même pas. Si elles sont toutes dedans, mais elles n'ouvrent jamais, en fait. C'est Mhm. c'est un drôle de. Mais c'était mon but, en fait. J'ai pas fait TTA pour le vendre. En fait, j'ai fait TTA pour proposer aux hommes de point zéro de suivre en dehors de la finance et puis et du dev perso, en fait, de la gestion, la stratégie de vie pro et perso. Et la stratégie de vie pro et perso, parce qu'on m'écrit tout le temps, les gens ne se rendent pas compte. Les mecs ne se rendent pas compte à quel point les femmes, c'est un carnage dans leur vie. Je reçois des témoignages de ouf. Mais je voulais voir cet univers de développement, de productivité, voilà, et je voulais apporter un contact à la matière parce que la ferme, le projet, c'est vraiment de la pure matière, hardcore, dans ce qu'il y a de plus brutal. Et, euh, et je voulais documenter ça, et pas à Alors, pas. qu'est-ce que tu documentes exactement sur TTA pour les gens En qui fait, je connaissent fais pas du tout? aucune théorie. Je fais vraiment un reporting imagé euh, de l'avancée du projet. Je ne l'ai pas fait pour le Costa Rica et en fait, le Costa Rica, c'était très facile en comparaison de la ferme au Panama. Alors, c'était beaucoup plus petit. Et puis, j'avais Oscar, donc qui est un natif local du Costa Rica qui a servi de tampon. Et beaucoup de gens me sont revenus après des années. Donc, j'ai construit 5 maisons pour ceux qui ne le savent pas. D'ailleurs, je suis en train de sortir, j'ai signé l'acte de vente du terrain. Donc, j'aurais plus rien au Costa Rica sous peu, en fait. Donc, c'est une aventure qui aura duré 15 ans. Je suis arrivé en 2009, 16 ans. Mais en fait, beaucoup de gens m'ont dit, oh, c'est incroyable ce que tu as fait et tout. En plus, je parlais pas espagnol à l'époque, mais pas du tout, quoi. J'avais fait allemand-anglais. C'est incroyable ce que tu as fait. Et puis, en fait, moi, je ne savais pas que c'était incroyable parce que j'avais vécu ma vie à Bangkok en même temps. Ça a été relativement facile. On avait eu des emmerdes, bien sûr, mais c'était des emmerdes vraiment gérables. J'avais Oscar qui servait de tampon avec toute sa famille. C'est une famille de 7 8 bonhommes, donc qui sont fiables, ce qui est très rare en Amérique latine. En fait, j'avais tiré le bon numéro dès le départ sans le savoir. Un peu comme avec ma Mhm. femme française, en fait. Le problème de cette période de ma vie, c'est que j'avais tiré les meilleurs numéros possibles sur le marché et je ne savais pas. Et le souci dans la vie, c'est que pour apprécier ce qu'on a, faut se planter, en fait. Ouais. On peut pas, c'est la dualité, on peut pas savoir quand on a les bons numéros rare, c'est-à-dire une chance sur 100, quoi. On parle d'une chance sur 200, une chance sur 300, quoi. On ne peut pas savoir qu'on a ça dans les mains tant qu'on n'a pas vu le contraire. Mais je n'avais pas vu le contraire. Je ne savais pas ce que Ouais. c'était que l'Amérique latine, je ne savais pas ce que c'était que tout. Et donc, c'est une période dorée de ma vie où je recevais de l'aide, de l'énergie aussi, hein, pas, on va pas se mentir, hein. J'étais vraiment sponsorisé, même si ça a commencé à tourner en 2009-2010, les emmerdes ont commencé à arriver. Mais entre 2005 et 2010, ma pute dame manipulait de la magie noire pour m'aider dans la matière. Je vais pas mentir, hein, j'ai reçu de l'aide de la magie noire pendant 5 ans, c'était n'importe. Il faut quand même savoir que j'étais complètement ruiné. J'ai redémarré avec 750 euros, parce qu'on me dit souvent, ouais, j'ai passé l'argent pour démarrer, tout ça. J'ai redémarré avec 750 euros en 2003, donc rien. Et j'ai reçu, par contre, en 2005, je passais sur Boursorama. J'étais sponsorisé par Cortal Consort, qui était le courtier numéro un, donc de la BNP. J'avais le jeu Capital, le mensuel Capital, qui à l'époque, je ne sais pas ce que c'est devenu, mais à l'époque, c'était le leader du marché de la presse économie. Je dealais avec tous ces mecs-là, alors que je sortais de 750 balles et que j'avais un costard, quoi. J'avais rien, j'avais perdu 10 kilos et voilà. Mais la vérité, c'est que j'ai reçu de l'aide de la magie noire, je l'ai découvert après. Donc la matière ne bougeait pas normalement, elle bougeait en ma faveur. Et je le savais. Mhm. Jamais j'ai pris la responsabilité. Je le savais que ça ne tournait pas rond.
Parce qu'en plus, avant, ça n'avait pas tourné rond dans le sens inverse. Donc, je savais que ça tournait pas rond. Je savais pas, comprenais pas ce qui m'arrivait, mais je savais que c'était en ma faveur et que j'avais aucun mérite là-dedans. Que j'ai pris ce qu'on m'a donné. Et donc, dans ce cadre, j'ai rencontré, donc, je suis au Costa Rica. J'avais une femme d'une très bonne qualité, excellente qualité, rare, très rare sur le marché. Et j'ai rencontré également Oscar, probablement encore plus rare que, ou aussi rare que ma femme française, mon ex-femme française. Et donc, j'ai fait tout le Costa Rica sans un documenter en pinant à Bangkok, dans des conditions difficiles pour un Français normal, mais en fait dans des conditions pas difficiles au regard de ce que j'expérimente aujourd'hui et de la vie normale en fait. Et la ferme, pour le coup, c'est même pas normal, c'est difficile au regard des normes d'Amérique latine. Donc là, à la ferme, je documente tout ce que je fais, tout ce qui m'arrive, toutes les réponses, les problèmes qu'on a. Je fais pas de théorie, c'est très factuel en fait. C'est dans Mhm. l'optique que je ne sais pas où va aller ce projet. Peut-être que dans 5 ans, il y aura un certain nombre de personnes, d'investisseurs qui auront rejoint, qui auront acheté du clé en main en fait, du off-grid en fait, clé en main. Il faut qu'ils sachent ce que c'est que l'off the grid à Panama, dans la merdasse. Et donc, l'idée, c'est pas à pas. Depuis un an et demi, je fais ça en fait. Je filme tout. Je fais une Mhm. petite vidéo, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, un peu de petits commentaires sur ce qu'on fait. On a pris que des claques. Et aussi un truc, c'est que c'est tellement dur que là, on est devenu plus résilient dans le team. L'excavateur a repété. Ça a pris qu'une heure, on s'est réparé l'excavateur. On sait quasiment, là, je vais racheter une machine en maintenance, tout. On a vraiment développé des compétences, mais c'est assez récent au cours des 3 derniers mois. On a acheté beaucoup de machines, de petits appareils, métal, plastique, les moteurs. On a plein, on a multiplié les compétences aussi autour de nous, comme ça, quand on est emmerdé, on peut appeler et recevoir, parce qu'on est loin de tout. Et avant, le moins de problème, ça coûtait une semaine, direct. Bon, aller chercher les pièces, les machins. Donc, on stocke. Chaque fois qu'on a un problème, on stocke, on achète la machine qui permet de réparer en local, etc., etc. Donc, on a beaucoup, beaucoup progressé depuis 3 mois. Et, et tout ça, je documente de manière à ce que les personnes intéressées par ça puissent voir et apprendre de ce qui se passe. Donc, Ok. il y en a qui adorent, mais vraiment qui adorent, qui me disent, je ne rate pas un poste, je suis dessus tous les jours. Enfin, quand j'y suis, que je documente tous les jours. Et d'autres qui sont complètement différents, ce qui est normal. Des personnes ne sont pas du tout sensibilisées à être autonomes vis-à-vis du système. Mais c'est très, très difficile aujourd'hui d'être autonome vis-à-vis du système. On est tous dépendants les uns des autres. L'humanité dépend que des échanges, encore une fois. Et la monnaie, dont je parle tout souvent, bah, c'est le tampon des échanges humains. Donc, c'est la unique possibilité de faire quelque chose dans la matière. On est complètement dépendant des autres humains. Et dans cette ferme, on est loin de tout. Et donc, du coup, on est obligé de développer une indépendance, ce qui est très dur. Et Ouais, donc, donc beaucoup plus de compétences que si vous aviez plus d'humains autour, quoi. non, c'est pas ça, c'est si on était livrable, en fait. Là, actuellement, on est livrable que par une barge de 50 pieds. Mhm. D'accord, ouais. Il n'y a personne qui peut venir. Ça coûte tout de suite 100, 150 balles d'aller à la ferme, etc., etc. Tout est compliqué. C'est une grosse logistique. Mais du coup, on est quand même peinard là-bas, dans une partie du monde où bah, c'est l'idée en fait. C'est que tu es coupé du monde. C'est comme si tu étais sur une île. Euh, la dualité, c'est très dur et en Ouais. même temps, c'est une expérience humaine intéressante. Donc voilà. Et Donc juste, en fait, les gens suivent ça. Suivent, mais ce qu'ils regardent beaucoup, ce qu'ils apprécient, c'est que j'en prenne plein la gueule, donc que ça soit très dur, et ils regardent mon comportement. Donc je m'acharne. Parce qu'on a clairement une énergie, enfin, il se passe clairement des choses inhabituelles par rapport aux emmerdes normaux qu'on peut avoir. La ferme est un endroit très spécifique. Et donc, il regarde ma réponse par rapport à ça. Et puis, et moi, je commence à changer de regard par rapport à tout ça. C'est que du coup, quand j'entre en contact avec
des opérateurs à Panama, je découvre qu'on a un train d'avance. Maintenant, le team, on a une vitesse de réponse aux emmerdes, je vois bien. Les gars, maintenant, là, qui sont à la ferme, on a trouvé un équilibre et on a 5 permanents. Et je vois bien qu'on ne répond pas de la même manière, à la même vitesse. On n'est pas au même niveau d'exigence par rapport à la matière que les mecs avec qui on deal à l'extérieur du projet, qui nous soutiennent. Mais je vois bien qu'on ne travaille pas à la même vitesse. Donc, du coup, je me dis que le projet va marcher. On en prend tellement, on a appris tellement plein notre gueule. Enfin, je veux dire, là, c'était. Moi, j'ai touché le rupteur. Là, bah, ça s'est vu chez Juju là, dans l'interview qui est publiée, même si on a une d'avance. Donc, moi, je suis un peu paumé avec Juju parce qu'il est publié longtemps après ce qu'on les fait. Mais il y a un mois, en fait, je l'ai usé. Bah, le container était sur un camion de 12 tonnes qui a failli se renverser dans la mangrove. Il y avait une roue qui pesait trop et il a basculé. Hmm. Il était attaché à l'arrière par la barge. Ah, il était 10 heures du soir. Ça faisait 12 heures qu'on était debout, qu'on bataillait contre ces conneries. Ah, j'avoue que mon système nerveux a lâché. Et je me suis livré une bouteille de vodka. Je vois jamais la ferme. Jamais. Jamais. La seule fois que j'ai bu, c'était avec mon pote Olivier quand on avait le bateau, le speedboat avait coulé par 6 mètres de fond et qu'il a fallu le ressortir de 6 mètres dans la vase. Donc à chaque fois que je bois à la ferme, c'est que c'est sévère. C'est vraiment, Ouais. c'est vraiment des emmerdes sévères. Donc là, il y avait un camion qui était pas couché, mais presque. Donc on est sorti. Mais moi, j'avoue que ce soir-là, j'en ai marre. Là, j'ai attrapé la bouille de vodka, j'ai eu besoin de ma dose d'alcool. Ah, c'était too much. C'était vraiment too much. Donc le container, on l'a traîné sur 700 mètres sur les planches avec un rétro-excavator. Enfin, ça a été la merde pendant 2 jours non-stop. Plein de trucs ont pété, mais au final, on n'a pas eu. Non, plein de trucs ont bloqué, mais il n'y a pas eu trop de casse. Mais ça a été intense. Mais j'avoue que ce jour-là, c'est la deuxième fois que je vais à la ligne rouge du système nerveux, en fait. Et Hmm. donc, ces petits salopards de clients 2.0, ils aiment bien ça. Ils aiment bien me voir atteindre la ligne rouge. Ils me le Ouais. disent. Ils aiment bien me voir en difficulté, ça les inspire. Mais tant mieux si ça inspire les gens, parce que je suis porteur d'un message. La bêtise humaine consiste à croire à l'intelligence. Et quand on est intelligent, on croit au volume de tentatives. Mhm. Ça, c'est vraiment un truc auquel je crois. Les gens intelligents ne cherchent pas à être intelligents. Au contraire, ont compris que la matière, c'était qu'une réponse par du volume. Il faut essayer jusqu'à ce que ça marche. Et donc la ferme me met vraiment en échec, vraiment, souvent. Et donc il me voit répéter, 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 répéter tout le temps, recommencer, rechanger, réanalyser. Et comme le réflexe premier en France, c'est d'être un intello, en Europe même, c'est se croire intelligent en cherchant de la qualité, des solutions, des machins. Tu vois, c'est un peu l'Ukraine, quoi. C'est les mecs, ils arrivent avec des armes ultra pointues, ça sert à rien. Ils prennent une branlée monumentale. L'Europe prend une branlée monumentale avec toute son industrie d'armement parce qu'en Ukraine, il y a de la boue, que leur matos est trop lourd, trop sophistiqué, puis en fait, c'est une guerre de drones et que le drone, ça coûte quelques milliers de dollars et qu'en face, ils ont des équipements à des centaines de milliers ou des millions de dollars qui ne sont pas adaptés. Et ça, c'est le problème européen. C'est de croire à l'intelligence, c'est de la pure bêtise en fait. C'est pour ça que j'apprécie énormément la guerre en Ukraine, en Russie. J'apprécie les Russes foutent une branlée monumentale à ces connards d'Européens qui comprennent rien, à ces putains d'ingénieurs qui comprennent rien, qui sont complètement coupés de la matière. On est dans une société qui est complètement coupée de la matière. Et la ferme me plonge dans ce truc qui est si important. Et si les mecs me voient m'en prendre plein la gueule, mais qu'ils arrivent à comprendre et qu'ils me voient réagir, et Dieu sait si je doute et que j'en prends plein ma race, mais s'ils arrivent à apprendre de moi que la réponse intelligente, c'est le volume de tentative, eh ben, ça me convient qu'ils me regardent et ça me convient d'en prendre plein la gueule parce que ça veut dire qu'il y a 150 mecs euh, qui vont gamberger dans la bonne direction, que ça leur servira toute leur vie. Ils sont entourés d'un océan de conneries européens. C'est un échec industriel monumental, l'Europe. C'est un échec économique, c'est un échec de tout. C'est en train de régresser sur tous les domaines. Et les mecs, ils se croient super intelligents, ils sont super prétentieux. Ils n'ont toujours pas compris, en fait. Enfin, ou ils ont oublié et les nouvelles générations n'ont pas compris les enjeux de ce que c'est que la vie sur Terre et de l'humilité de la matière qui consiste à dire,
Tu prends tes burns, pugnacité, genre je recommence jusqu'à ce que j'ai mon résultat. J'ai besoin de ce résultat-là pour le projet, je recommence. Ça va coûter. Donc là, ça a coûté 3 semaines en août. Je suis en retard sur tous les sujets. Ça a coûté 3 semaines. Mais toutes les machines qui devaient être à la ferme sont à la ferme. Donc aujourd'hui, on Ouais. a Mulcher, on a tout ce qu'il faut pour travailler, pour scaler le projet. Ça aurait dû prendre une semaine normalement. Ça a pris 3 semaines. J'ai touché ma ligne rouge pour la deuxième fois en 1 an et demi. C'est-à-dire le système nerveux peut plus. Il dit stop. Mais j'ai recommencé jusqu'à ce que tout soit là. Après, j'ai dormi 48 heures. J'ai dormi 30 heures sur 48 une fois que c'était fini. Et pendant 3 semaines, j'ai recommencé jusqu'à ce que ça soit là. Et j'ai eu besoin, j'ai picolé en 2 jours une bouteille de vodka, une petite. J'ai 2 jours où j'atteins ma limite, mais tout est là. Et j'ai pas fait le mec intelligent, j'ai recommencé. On a Ouais. analysé, on a regardé, on s'est planté, on a regardé comment on s'était fait baiser, on a cherché des solutions, on a recommencé. Et donc là, hier est apparue une nouvelle importante dans l'optique de recommencer ce projet de la ferme, c'est qu'il y a un fruit, mon fruit numéro un, c'est le litchi. Les gros litchis rouges de Chine, pour moi, c'est le kiff absolu. Enfin, quand je mets ça en bouche, il y a plein de fruits tropicaux qui sont incroyables, mais le fruit vraiment ultimate, pour moi, c'est le litchi rouge. Alors, je sais, le litchi rouge que je mangeais en Thaïlande, qui était probablement importé, je pense pas qu'il pousse en tropical en une version plus petite. C'est pas la même espèce. Mais enfin, ça fait le job. C'est pas le vrai litchi rouge de Chine. Très gros, très juteux, une drogue. Tu me mets 1 kilo, je siffle le kilo, je m'arrête pas. Impossible. Et, mais je cherche. Donc j'avais fait démarrer sur le noyau 15 litchis ou 20 arbres. Il en restait 2. Ils ont tous été embarqués dans le cadre des emmerdes de la ferme par une montée de rivière en plein été complètement chelou. J'ai tout perdu. Et on n'en trouvait pas. On a trouvé hier en fait. On a trouvé un Costa-Ricain qui en a 800, des litchis rouges. Donc j'en ai acheté 50. Donc là, je vais faire Mhm. livrer au total 350 arbres. Donc je vais compléter la collection. Euh, donc le projet, comme quoi c'est le volume. J'ai demandé il y a 1 an. Ça fait 1 an que je demande. Un an qu'on cherche, on n'en trouve pas. J'ai redemandé. Et là, on a trouvé. Un mec qui sort de nulle part qui a 800 litchis rouges au Costa Rica. Donc la répétition, La c'est le secret, répétition, quoi. Mhm. c'est que ça. On ne peut pas s'en sortir quand on est au contact de la matière sans le volume de tentative. Il faut essayer tout le temps, tout le temps, tout le temps, y compris toi, les litchis rouges, j'ai réussi. Là, ils sont achetés. Ils arrivent le 10 septembre, ils arrivent. Ça fait 2 ans. Ouais. En fait, comme le litchi rouge, c'est quelque chose qui me tient à cœur, l'énergie a fait en sorte de tout détruire systématiquement. J'ai jamais réussi à avoir ces putains de litchis. Il y a eu des interventions énergétiques, de destruction complètement abracadabrantes. Donc, du coup, je n'avais pas de litchi. Et j'ai recommencé pendant 2 ans. Enfin, d'ailleurs, ils ne sont pas là. Il faut attendre que je les ai dans les mains. Mais là, je vais en prendre 50. Donc, je ne sais pas trop ce qui peut bloquer le process, que le mec en a 800. Donc, même si on se plante, on pourra racheter. Voilà. D'accord. Excellent. Donc, en fait, la ferme, voilà, dans l'univers 2.0, ça n'a absolument rien à voir avec ce que proposent des youtubeurs, évidemment. Parce que les mecs aujourd'hui qui cliquent sur les souris et qui vendent de la formation, tu tiens pas la charge, en fait. C'est un projet qui est trop exigeant. Et puis, je pense aussi que c'est un projet qui peut mener à 40, 50 ans, mais que tu ne mènes pas à 30, quoi. Tu peux pas. Mhm. Ça demande une certaine polyvalence aussi. Il y a beaucoup de gens, c'est plutôt, ouais, moi je suis que euh, bureau, ordi, etc. Et d'autres gens, c'est je suis que manuel. Il y a un peu cette, justement cette dualité où les gens se sentent généralement obligés de d'adhérer soit à l'un, soit à l'autre, tu vois. J'ai jamais essayé d'être polyvalent, d'être les deux en même temps. Bah, la dualité, Hmm. mais des mecs manuels, il y en a de moins en moins parce que l'Europe et surtout la France privilégient le côté col blanc, en fait, depuis trop longtemps. Moi-même, quand j'étais jeune, ils étaient déjà en train de se moquer des plombiers
des Ouais, ouais. charcutiers, BMW, bagnole charcutier, Mercedes, les bagnoles électriciens, je sais pas trop quoi. Déjà ça, dans les années 80, c'était comme ça. Donc il y a un mépris total de la matière en France et ils vont le payer tous. Ça, c'est inévitable quand le système va flancher, ça va se payer. Euh, Bah parce que les compétences, parce que l'autonomie vis-à-vis du système, en fait, le système nous a mis en dépendance, mécaniquement, méthodiquement, de manière démoniaque. Et le système va prendre l'eau, en fait. Chaque système dans l'histoire finit par percuter un mur. Euh, c'est fou, hein, les gens, comment ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à étudier l'histoire, ils n'y croient pas, là. Ils sont persuadés, quand je raconte ça, ils sont persuadés pour la plupart que c'est des conneries. Ils n'y croient pas. Mais si tu regardes l'histoire, systématiquement, même en France, chaque siècle, en fait, le système percute le mur au moins une fois par siècle, si ce n'est pas deux. Et effectivement, on est dans une période de l'histoire où on n'a pas percuté un mur depuis très longtemps. Euh, Depuis vraiment un siècle, avec l'Allemagne, quand ils ont ruiné les Allemands, en fait, là, quand la France a ruiné les Allemands, il faut quand même comprendre que. Alors, comment un système percute un mur? Il y a deux manières. Les gens confondent trois choses, en fait. Ils confondent un truc politique. Tu vois, un coup d'État, genre révolution 1789 ou effondrement de la Russie en 1990. Donc, ils confondent un effondrement des structures ou Libye ou Roumanie ou tous ces trucs-là. Donc, ils confondent un effondrement des structures politiques, mais par moment, il ne se passe pas grand-chose. Ouais, ouais, je vois. Toi, c'est juste Ouais. que le référentiel politique, mais en fait, la politique, c'est du vent, en fait. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, c'est des mecs avec les oligarques qui contrôlent le pays. En fait, ça ne change pas ta vie courante. Ces Et tu veux dire que les gens effondrements. confondent quand on change juste les gens à la tête Bah non, avec mais le le vrai régime, non, mais changement le en régime, profondeur, quoi. toi. Des fois, les régimes font du mal, comme Maduro au Venezuela. Honnêtement, il n'a pas fait du bien au Venezuela. Quand tu vois ce qui se passe, les corrélations, tu vois bien, les capacités de production pétrolière au Venezuela, tu vois bien que le mec a apporté du communisme. Voilà. La révolution de 1917 en Russie, 1911 en Chine, tous les communistes, en fait, quand ils arrivent au pouvoir, ils peuvent dégrader encore plus. Mais quand ces mecs-là se plantent, et ça se plante systématiquement, tous les systèmes socialistes et communistes se plantent, au final, il se passe un chaos un peu virtuel, quoi. Les gens sont dans la rue, tu as des manifestations, des machins et trucs, mais ta vie ne change pas trop. Après, il y a deux autres plantades où là, c'est sérieux. C'est la plantade monétariste. Là, ça se passe mal. Donc, Allemagne, année 20 à cause de la France, ou il dévalue, ou Venezuela, ou Argentine, comment ça s'appelle? C'est arrivé récemment. Merde, pas Libye, l'autre, là où il y a Karl Goltz qui est réfugié, avec le Hezbollah, la bordel. Putain, j'ai un trou de mémoire sur ce pays. Le C'est quoi Liban? le Liban, voilà. Le Liban, ils ont Ouais. sauté. Euh, donc, un effondrement monétaire, là, les gens perdent tout. C'est-à-dire que la monnaie est complètement vidée de sa valeur. Et là, tout le monde perd tout, quoi. C'est Alors, comment ça va arriver en Europe? bah, parce qu'avec la dette, ils vont faire un défaut. Par exemple, en Italie, tu as différents types de défauts, mais en Italie, donc les gens pensent que voilà, tu peux faire un défaut partiel sur la dette, tu peux ne pas payer certaines échéances, ou tu peux truander comme a fait l'Italie. C'est-à-dire, en fait, ce qui est hallucinant, ce qu'a fait l'Italie. L'Italie, en fait, ils ont pris des. Imagine, tu arrives, tu prêtes à court terme, à un mois, 6 mois, un an, à l'État français, par exemple. Donc, on appelle ça le marché monétaire. Des contrats à terme, en fait, tu vas dans une banque, tu fais un contrat à terme, tu prêtes ton argent. Et donc, la France te dit, au bout de 2 mois, bah, c'est dans ton cul. J'ai bien compris que tu m'as prêté de l'argent, mais maintenant, on va transformer euh, ton contrat à terme en obligation à 10 ans ou à 20 ans. Donc, il transforme la nature et c'est une obligation qui rembourse jamais. Donc, tu vas toucher ton intérêt, mais tu récupéreras jamais ton nominal. Donc, l'argent que tu as prêté, tu ne Ah, peux pas le d'accord. récupérer. Donc, tu touches ta rente. Donc, c'est ce qu'ils ont fait en Italie. Ils ont transformé un- c'est casse-gueule, hein. Ils ont transformé un contrat monétaire en obligation perpétuelle qui est rapporté, je crois, à 5%. Et les mecs ont jamais revu leur capital.
Et donc, si les enculés à la tête de l'État génèrent plus d'inflation, plus de 5% d'inflation et qu'ils te payent 5% d'intérêt, tu te retrouves avec un taux d'intérêt réel négatif et t'es baisé. Ça peut être comme ça. Il y a plein de formes. L'État a tout loisir de te baiser ta gueule et, et de faire un défaut. Et la plupart des gens ne comprennent pas comment ça s'orchestre. Mais à la fin, tu n'as plus de pognon. Si, tu en as, nominalement, Hmm. tu en as, comme au Venezuela. Au Venezuela, ils n'ont pas menti. Ils ont dit, je te paye tant de retraite par mois. Et 10 ans plus tard, ils payent bien la retraite par mois. Sauf qu'avant, ça valait 1000 $ et qu'aujourd'hui, ça vaut 25 $. C'est-à-dire qu'ils ont vidé Ouais. complètement la substance de la monnaie. Ça, c'est une- ça, c'est un type d'effondrement qui nous pend au nez avec la CBDC, parce qu'on est à 300-400% de dette un peu partout sur Terre. Si on met État, privé et entreprise, ça nous pend au nez et les gens ne prennent pas ça au sérieux. Et c'est un effondrement qui est beaucoup plus sérieux que l'effondrement politique, en fait. Et ils n'ont pas peur. Ils devraient avoir peur parce que ça, c'est pas pour rien qu'ils veulent faire la CBDC. Ça fait quasiment un siècle qu'on n'a pas eu ces conneries ici. Ils l'ont fait la en Afrique, en fait, le franc CFA, je crois qu'ils l'ont déglingué quand j'étais jeune. De mémoire, ils ont déglingué, ils ont dévalué. Le problème de tout ça, c'est que tout le monde se retrouve ruiné, en fait. Hmm. Et donc, Ah, et mais donc t'avais le Zimbabwe aussi, je crois, qui avait fait ouais, ça. ouais, ouais. Mais non, ça, c'est de l'hyperinflation classique. Effondrement D'accord. monétaire par l'hyperinflation. Ok. Donc, un projet comme la ferme, c'est la réponse à un effondrement ou un problème de dette qui sera solutionné par la monnaie. Hmm. En même temps, c'est intéressant parce que si tu regardes les ressources que tu peux obtenir dans une ferme en vivant off-grid, t'as pas mal de ressources qui peuvent se rapprocher un peu de la monnaie, comme c'était le cas pendant la guerre de Yougoslavie, où t'avais des témoignages, t'avais des gens. En fait, la monnaie, c'était devenu les cigarettes, les briquets, les Les mecs qui clous, avaient des bonbonnes de les gaz, et clous, en fait, ils oui, échangeaient des ouais, briquets qui rechargeaient, et la monnaie, c'était le gaz, tu vois. Et ouais, t'avais des monnaies alternatives comme ça, mais qui étaient finalement des micro-objets, des petites bouteilles d'alcool, voilà. etc. Et finalement, la vie off-grid, tu peux facilement Ben, te c'est très rapprocher de ce important type de monnaie-là, tu vois. très important ce que tu dis. Au Vénès, c'était le lait pour bébé, le papier cul pour se torcher le cul, bizarrement. Ils ont mis en place les humains ne peuvent pas vivre sans monnaie. Donc la ferme est un lieu de prédilection pour produire une monnaie. Dans Hmm. le projet que j'ai, donc la partie ingrate est quasiment finie. Il reste 1 ou 2 mois pour tout installer, mettre en route. Là, par exemple, j'ai pris 2 bonhommes de plus, donc on va monter à 10 pour planter, prendre soin de la plantation. Mais une fois que ça sera fini, en fait, l'étape 3, parce qu'on a quasiment fini les chemins aussi. On a fait 8 mois de chemin, là, on est en phase finale, il reste 75 mètres environ de chemin à faire. Ça a pris 8 mois entiers. Euh, L'étape suivante, c'est l'étape sympa, en fait. En fait, là, c'est l'étape de merde depuis 2 3 ans. L'étape suivante, c'est produire des calories, des watts, du bois, Mhm. et puis commencer la construction de maisons en dur. Et effectivement, une fois que tu commences à produire dans une ferme, tu n'en as plus rien à battre de l'État, parce que c'est là où tu accèdes à la vraie indépendance, à la vraie autonomie. Ouais. Et produire avec du volume, c'est-à-dire, je vois les expériences sur Internet d'autonomie. Je vois beaucoup de solitude, en fait, de beaucoup de do it yourself, DIY en anglais. Ouais. Ça, on en voit énormément. Je suis très, très, très dubitatif. En tout cas, les difficultés. Aujourd'hui, la ferme, c'est 10 mecs très, très réguliers, enfin 10 mecs de base, et 10 mecs autour, avec des compétences directes. Donc, à 20 personnes qui sont stimulées au moins une fois par mois, quoi, pour X raisons. Et donc, quand le mec, il dit, ouais, quand on promeut du DY sur ce genre de projet, moi, je pense pas que ce soit possible. Je pense que il faut développer les compétences de, de relations humaines, en fait. Et en tout cas, je sais pas comment ils font pour gérer. Ou alors, ils vont pas scaler. Ou alors, parce que c'est compliqué de scaler.
mon équation, en fait, elle est compliquée à gérer. C'est que si tu grossis trop, tu as des problèmes d'infrastructure qui s'envolent. Bouffe, des problèmes de logistique qui s'envolent, en fait. Toi, là, je vais refaire une troisième installation solaire sur laquelle on va mettre une petite clim. Alors, quels sont les problèmes majeurs qu'on peut rencontrer? Ça, je peux le dire publiquement. C'est que les mecs ne peuvent pas baiser, y compris moi, pour l'instant, parce qu'on n'a pas de capacité d'accueil de femmes. Donc Mhm. là, on est en train de développer, c'est la priorité, c'est de développer des capacités d'accueil de gonzesses, donc du confort suffisant, avec de la sécurité suffisante, pour pouvoir baiser, parce que ça travaille dur quand tu passes un mois dans le bordel, ça travaille dur. Et si tu mets ça, si tu augmentes, c'est un team permanent de 10, et que tu n'es pas encore en train de produire, puisque la priorité absolue dans tous les projets, je vois tous les mecs, tu démarres toujours par les routes, et les machines, l'infrastructure générale, qui te permet de scaler après, c'est la priorité absolue. C'est ce qu'on fait depuis 1 an et demi. Les plantations et infrastructure, c'est la priorité absolue. Donc tu te mets en second plan. Donc du coup, tu vis dans des conditions de vie difficiles. Et donc, si tu augmentes le nombre de bonhommes, tu as besoin de protéines. Les protéines, il faut aller les chercher. Donc là, je vais ramener un congélateur, un pur congélateur, pas un frigo congélateur, dans lequel on va stocker, on va acheter 100 kilos de viande rouge, de poisson, de machin, de manière à être capable de stocker suffisamment de protéines, de manière à être capable de faire vivre 10 mecs, de manière à scaler et aller plus vite. Mais c'est les forces de frottement qui sont systématiques, en fait. Donc le mec qui est tout seul, je sais pas, je pense qu'il y laisse je sais pas combien d'années, Ah ouais. probablement. Mais dès que tu prends des bonhommes, il y a un problème d'infrastructure et de logistique à assumer, et ça prend la tête. Ça prend la tête de l'électricité, les projets, c'est de l'énergie qui est transformée. Et donc, ça prend la tête très rapidement. C'est des choix, c'est des arbitrages, etc., etc. Donc là, on arrive enfin à peu près au bout de la période ingrate. C'est-à-dire que ça va devenir sympa. C'est-à-dire qu'on va pouvoir recevoir des gonzesses, on va pouvoir stocker grosse quantité de protéines. Donc, on va pouvoir augmenter le nombre de bonhommes. Donc, on va pouvoir scaler plus vite. Et Mhm. aussi, augmenter le nombre de bonhommes en Amérique latine, c'est compliqué de trouver. On a eu, je ne sais pas combien, une liste interminable de problèmes avec des gens divers et variés. Donc, en Amérique latine, maintenant, de manière générale, c'est 1 sur 100. Euh, donc, scaler égale compétence pour recruter, quoi, que nous avons désormais. Même si on teste, bien sûr, en permanence. Donc, tout ça mis bout à bout, ils sont tous en train de me regarder, galérer, et, Ils aiment ça. et ils aiment ça. Ouais, exactement. Ils aiment ça. C'est quoi les conseils? Si par exemple tu devais donner juste trois conseils les plus importants pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'off-grid, des gens qui regardent, là par exemple, qui soient en France ou ailleurs, qui veulent faire quelque chose d'off-grid mais qui savent pas du tout par où commencer, c'est quoi les choses les plus importantes à prendre en compte avant de commencer un projet comme ça? C'est le pognon. Il faut beaucoup de pognon. Beaucoup de gens ne pensent qu'à leur gueule et veulent un petit projet juste pour leur famille. Donc, ça n'a rien à voir avec mon projet. Euh, c'est une question compliquée parce que c'est des choix de vie et chacun est libre de faire ses choix de vie. Euh, il y a off-grid et off-grid. Le vrai off-grid, ça n'existe pas en France, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué parce que si tu dis c'est un concept que les gens s'imaginent, en fait, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que l'off-grid. Le vrai off-grid, en fait, c'est pas, il n'y a pas de route, tu n'es pas accessible. Par exemple, tu as un mec qui s'appelle Jack et Nico, Jack Mace, c'est un pseudo, sur YouTube. Il est assez connu, je crois, il y a 2 millions de followers. C'est un Canadien qui est avec une Américaine qui s'appelle Nicole. Il manage 2 projets off-grid. Il y en a un à Vancouver, sur une île, et
Et encore, il est accessible, et c'est une île où il y a plusieurs mecs. Et il est à Hawaï sur l'autre projet. Lui, il est off-grid. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est compliqué. Les accès sont compliqués. C'est-à-dire qu'à un moment, ça passe par la mer. Donc là, tout de suite, tout devient compliqué. Le bénéfice de ça, c'est que tu es vraiment off-grid. En France, off-grid, ça n'existe pas, quoi. Tous les terrains sont quasi tout le temps, tu as les servitudes de passage sont tout le temps accessibles. Donc, c'est pas du off-grid. Tu es tout le temps à portée de tir de camions, de livraison. C'est mon projet Costa Rica. Mon projet Costa Rica. À partir du moment où tu as, une route qui arrive avec un camion, tu n'es plus off-grid. Mhm. Tu passes commande sur ton, sur ton Internet, tu appelles tes mecs, tes fournisseurs sur ton WhatsApp et ils envoient des camions, ça livre. Fin de l'histoire. L'inconvénient, c'est que bah, tu es à portée de tir de n'importe qui, quoi. Donc le vrai off-grid, déjà, ça ne se trouve pas, à mon avis, en Europe. Parce que le maillage du réseau routier est tel que ça existe peu. C'est très rare. Donc c'est Ouais, compliqué ou pour alors moi faut aller de. au fin fond d'une forêt, là où il n'y a pas de chemin. Ouais, ça doit être extrêmement rare. Donc, c'est compliqué pour moi de donner des conseils sur du faux off-grid parce que si, je l'ai fait au Costa Rica, mais bah, c'est pour ça que j'ai dit que le Costa Rica, c'était facile. C'est pour ça que je suis en train de dire que la ferme, c'est difficile. L'acheminement et l'isolation, ça n'a rien à voir. Et, bah Toi, alors, par plus exemple, toi, généralement, pour... non, mais je fais un autre exemple. On n'a toujours pas le résultat pour la plage, même si je pense qu'on va gagner. Mais il y a un homme 2.0 d'ailleurs qui vit à quelques kilomètres de la ferme, à vol d'oiseau, il n'est pas très loin d'ailleurs. C'est une plage qu'il avait achetée, qu'on avait visitée, 55 hectares, mais le gros c'est de la pente. Et il me disait un jour exactement ce que j'ai réfléchi, c'est-à-dire que il, il a peur. Donc là, il est off-grid, avec un accès mer, même son terrain, ce terrain que je connais, parce que j'ai visité bien en long, en large, en travers. Il a la peur que j'avais avec ce concept de plage. C'est-à-dire que à n'importe qui débarque en pleine nuit avec un bateau et vient foutre le bordel. Hein. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut comprendre que tout le monde vole. L'être humain est un voleur. Il faut regarder en face ce que c'est que l'être humain. L'être humain est un menteur vis-à-vis de lui-même. Alors ça, je peux l'excuser. Euh, la vie humaine est trop dure à regarder en face. Donc la majorité des mecs se mentent. Et la majorité des mecs sont des voleurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de produire, et on va faire des vidéos sur produire pour la raison que tu connais. Ils ne sont pas capables de produire, et donc ils préfèrent utiliser la violence pour aller voler le voisin qui, lui, est capable de produire. Et les productifs sont très rares, tu as 10% de productifs peut-être. Et donc ce qui se passe, c'est que si tu te fais chier à planter des milliers d'arbres fruitiers, bah, la nuit, tu as les mecs qui viennent et qui cueillent les fruits. Donc, quand tu n'es pas off-grid, quand tu es sur un faux off-grid, alors je ne sais pas comment ça se passe en France, mais des problèmes de voisinage, il y en a partout dans le monde. Ça, ce n'est pas une question d'Amérique latine pour le coup. Et les voleurs, il y en a partout dans le monde, parce que la nature humaine, c'est de voler l'autre, c'est de voler son voisin. Les États passent leur temps à voler leurs voisins, les individus passent leur temps à voler leurs voisins, les mafias privées passent leur temps à racketter et faire chier tout le monde en s'associant en groupe. Donc c'est que ça la vie humaine sur Terre. C'est que de la merde, et c'est sale et c'est dégueulasse. Donc il est vrai que, vu la situation de la ferme, le mec il va pouvoir piquer 1 ou 2 ou 3 kilos de fruits, mais il va pas pouvoir en piquer beaucoup parce que derrière il doit se taper plusieurs heures de marche. Donc nous, on va pas avoir affaire à ça. C'est un des exemples qui fait que tu vas faire des choses en off-the-grid que tu pourras pas faire si c'est pas du off-the-grid, c'est du faux off-the-grid. J'ai plein de copains qui sont emmerdés, qui ont des fermes, des machins, des jardins et ils se font visiter. C'est systématique. Tu peux pas empêcher le vol. Et aujourd'hui, tu n'as pas le droit de tuer, tu n'as pas le droit de te venger, tu n'as pas le droit de faire justice. Demain, quand les États vont s'effondrer, on va s'entretuer, il n'y aura plus de problème. Mais aujourd'hui, il n'y a que les mafias et les politiciens, via les services secrets, CIA, MI6 et compagnie. Donc, avec les politiciens, enfin, espèces d'oligarches qui sont planqués, qui contrôlent les politiciens et les services secrets d'un côté, et les mafias privées de l'autre, il n'y a que ces gens-là, en fait, qui peuvent s'entretuer. Mais nous, individuellement, on ne peut pas s'entretuer. C'est-à-dire que quand un connard vient de voler, tu peux en faire. On te dit la police, la justice, ça n'existe pas, cette planète, la police et la justice, il n'y en a pas. Donc l'upgrade, le vrai, si j'ai un conseil à donner, c'est plus dur, mais la tranquillité de l'esprit est
vraiment très largement supérieure, la paix, quand c'est du vrai off-grid. Voilà, ça c'est un conseil, c'est déjà réfléchir, est-ce qu'on est en train de faire du off-grid ou pas? Et tu penses qu'il faudrait combien de personnes, idéalement, dans Je sais pas ça. un lieu off-grid, une base, enfin Je voilà sais quoi. pas, mais tout seul, c'est impossible. Ouais. Minimum une petite tribu, quoi. Faut un groupe. Hmm. Ah, faut un groupe. Bon, actuellement, on est 20. Ok. Et pour dézoomer un peu de l'off-grid, pour les personnes justement qui veulent échapper à tout ça, CBDC, effondrement, etc. Qu'est-ce que tu conseilles? Parce que justement, j'avais une question d'une personne qui était intéressée, tu vois, par Homme 2.0, qui disait, voilà, à horizon 2030, quelle stratégie de vie adopter pour vivre en dehors du système, CBDC, un plan vaccin, etc. Est-ce qu'on peut vivre de ses revenus du capital, actions, trading crypto, si on souhaite échapper au vaccin implant? Alors Mais lui, ça il n'a rien à parle de voir en vaccin fait. implant, ça peut être d'autres choses, mais Non, mais ça n'a rien à voir en fait. Tu peux pas mélanger la finance et la manière de vivre. La manière de vivre, moi je crois que, j'en ai parlé chez Juju, mais je crois que le communisme revient en fait. Après, il y en a qui n'ont pas cette croyance. C'est une croyance, on parle de futur, c'est une pure croyance. On ne peut pas argumenter pour ou contre. Donc moi je crois à ça. Donc le retour du communisme égale, il faut se cacher. Donc donc ça rejoint ce qu'on dit depuis avant, quoi. ouais, L'off-grid. mais il faut se cacher. Tous les États ne sont pas égaux sur cette planète. On a 200. À mon avis, les États les plus... Comme j'ai dit, pour moi, l'Europe paye. La Chine est derrière l'effondrement de l'Europe. J'en suis quasi sûr maintenant. Donc la Chine fait payer, se venge de un siècle et demi des saloperies des Juifs et de l'Angleterre, de la reine Victoria, de l'opium et de toutes les saloperies que les Anglo-Saxons ont fait à la Chine pendant un siècle et demi. Ils sont en train de se venger. C'est pour ça que l'Europe en prend plein sa race. Mais vraiment plein sa gueule. C'est pour ça qu'il suffit de regarder les statistiques européennes. C'est pas joli, joli. Donc, se planquer, parce que c'est du sadisme, ils sont très intelligents. C'est marrant comment les Juifs sont dans la violence et la guerre, en fait. C'est les dieux de la guerre, les Juifs. Parce que derrière les États-Unis, c'est juif. Derrière l'Angleterre, c'était juif. Israël, enfin, c'était sioniste. Donc, c'est les dieux de la guerre. Et c'est marrant comment les Chinois sont dans la guerre passif-agressive. C'est hallucinant le niveau de violence des Chinois, mais en manière passive, quoi. Comme une femme, vraiment purement féminin. C'est des fumiers, les Chinois. Ils agressent l'Europe, ils agressent les États-Unis par tous les moyens. Les 10 millions de latinos, c'est eux. Le fentanyl, c'est eux. Ils sont derrière tout ça. Ces petites agressions de l'intérieur, masquées, sont jamais sur le devant de la scène. Tout le temps des proxys. C'est des malins, hein. C'est des vicelards, hein. Putain, les Chinois, on peut dire tout ce qu'on veut des Israéliens et puis des sionistes, mais je veux dire, les Chinois, c'est des vicelards. Donc Tu sais l'Europe, que à Paris, apparemment, pour la petite anecdote, à Paris, la communauté chinoise, à l'époque, alors peut-être c'est toujours le cas, je sais pas, mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils jouaient sur le fait que les Européens avaient du mal à les différencier entre eux, et du coup, quand il y en avait un qui mourait, il faisait disparaître le corps, t'avais un autre Chinois qui venait, et qui prenait la carte d'identité du gars. Et c'est comme ça qu'ils... il faut savoir que le service secret le plus présent au monde, c'est le service secret chinois. C'est-à-dire qu'ils ont un réseau sur le terrain, il est considéré. Il n'y en a pas la main, au fin fond de Panama, il y en a partout dans le monde. Ils sont partout. C'est-à-dire que chaque Chinois qui a un putain de magasin qui vend de la merdouille chinoise en local, est un Chinois qui va faire du reporting de ce qu'il voit au service secret chinois. Ils ont des yeux partout sur Terre. Euh, ils sont partout. Fin fond du Costa Rica, fin fond du Panama. Ils sont partout. C'est hallucinant à voir. Et, et pour moi, en fait, je ne comprenais pas. Une fois que j'ai étudié l'histoire, j'ai compris. Donc, c'est quand même, de point de vue du chinois, c'est un peu normal. Donc, l'Europe va aller très, très mal, va se faire. Biden et son fils, on le sait, ils se sont fait gauler. Et il y avait 5 millions de commissions payées en diamants qui s'est fait officiel et il y en a eu d'autres trucs. Donc, on sait que le démocrate
sucent la teub des Chinois et que les républicains sont plus avec les sionistes. Donc, toute l'Europe, et à mon avis, suce la teub des Chinois. Donc, se Hmm. planquer en Europe, je ne le ferai pas. Parce qu'il n'y a plus aucune souveraineté nationale en Europe. Tous les pays sont corrompus, mais intégralement. Mais les décisions macroéconomiques qui sont prises, mais il suffit de regarder l'Allemagne, c'est n'importe quoi. Tout est fait, et c'est fait avec finesse, avec intelligence. C'est un peu démoniaque, hein. On peut dire, hein, oui, les Juifs, les fils de Satan, machin. Bah, mais mec, regardez ce que font les Chinois. Ouais. Comment bousiller l'économie allemande. Les Allemands, ils trinquent à chaque fois dans l'histoire. Comment bousiller l'économie allemande? Ouais, c'est hallucinant tout ce qu'il y a eu. Comment, la meilleure industrie au monde, qui est le principal concurrent des Chinois? Les Allemands. C'est les seuls mecs sur Terre qui sont capables d'avoir une industrie. Toutes les autres nations au monde ne sont pas foutues d'avoir une industrie. Ils ne sont pas capables. Les seuls mecs capables d'avoir une industrie, ils se sont fait éclater leur gueule. Il n'y a plus rien. C'est ratiboisé. L'Allemagne est ratiboisée. Il n'y a plus qu'une croissance. Le PMI, tout est niqué. Via l'énergie, puisque c'est la transformation d'énergie. Tu vas pas me dire que c'est pas les Chinois qui sont derrière, c'est les seuls mecs qu'on intéresse que ce soit comme ça. Hmm. Et, et donc, je n'irai pas me planquer en Europe. Parce que les Chinois ont une expérience du communisme, ils savent pertinemment comment ça marche, et c'est du pur sadisme, et ça va mal se passer. Ça va Et très très alors, mal se passer en Europe, donc vu allez se que, cacher, le monde est vaste, allez se cacher ailleurs. Ça, c'est un deuxième conseil, c'est cachez-vous en dehors de l'Europe. C'est là où ça va taper. C'est une vengeance. On pourquoi est dans un pas, projet politique de vengeance. pourquoi pas en Chine alors, Bah, parce que directement? bah, d'abord, ils sont. Mais parce que l'Asie, tu peux pas rentrer dedans. J'ai discuté avec un mec qui va venir à Panama d'ailleurs, qui est à Bangkok et qui quitte Bangkok pour les raisons que j'ai toujours dit publiquement que les gens pensent que j'exagère. En Thaïlande, ma gonzesse, qui est une nana du Nord, avec la peau bronzée, les médecins des plus gros hôpitaux de Bangkok ne touchent pas une Thaï avec la peau bronzée. Elle dégoûtait, je l'ai vu de mes yeux, elle dégoûtait le docteur, le médecin. Elle est dégoûtée. Il voulait pas la toucher. Je ne sais plus ce qu'elle avait quand je l'ai emmenée. Euh, En Thaïlande, parce que le mec a été dans une histoire, il y a des fermes chinoises pour arnaquer l'Amérique latine, euh, des fermes digitales pour arnaquer, pour scammer l'Amérique latine. Donc ils ont démantelé, et lui il parle espagnol, il s'est retrouvé au contact dans le bordel, il a servi d'interprète. Et c'est là qu'il s'est rendu compte à quel point les Thaïs ne considéraient pas les étrangers. Les Thaïs, c'est encore pire, hein, les Coréens, les Japonais, je t'en parle même pas. Mais les Thaïs ne considèrent pas les étrangers comme des êtres humains. Ils ont un pronom pour nous mettre au niveau animal. Ils nous considèrent comme des cochons, comme des bêtes. Hmm. Et donc, il s'en est rendu compte parce qu'il y a tout un tas de, je sais plus, d'Équatoriens, je crois, qui sont en attente, qui sont pris dans le merdier, qui n'ont pas l'argent pour rentrer. Et il a vu la réaction des Thaïs qui ont commencé à les traiter exactement comme je décris dans les vidéos, que tout le monde pense que j'exagère. Et là, il s'est rendu compte que non. Tu vas pas en Asie. En Asie, tu es même pas considéré, tu n'as aucune valeur en tant qu'humain. Alors là, je peux te dire que si tu fais ta plantation, ils vont te voler ta plantation. Si tu vas voir n'importe quel juge, mais jamais de la vie, tu auras une quelconque compensation. C'est-à-dire que systématiquement, si tu crées de la valeur dans ces pays, tu seras volé. D'ailleurs, c'est arrivé avec Carl Ghost au Japon, avec Nissan. Et Nissan va mal, ils sont prêts à dégommer. Tu ne peux pas créer de la valeur chez ces gens-là. Je l'ai dit aussi, on a parlé dans la dernière interview de Juju. Juju et Antoine ont voulu aller au Corée parce que c'est les plus belles femmes, ils ont eu les pinés, ils n'ont jamais pu piner. Et à un moment, Juju a fait parler l'argent, mais 1000 balles. Non, 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 tu gardes ton argent, c'est l'argent de l'étranger, je veux pas de ton argent. Tu peux même pas piner des tapins en Corée. Parce qu'on les dégoûte. On les dégoûte en tant qu'étranger. Un Thaï t'interdit de parler sa langue. Si tu parles sa langue, il va te demander de reparler en anglais parce que c'est une insulte pour lui que tu parles sa langue. On est dans un niveau de nationalisme que l'Européen ne comprend même pas en fait. Hmm. Donc on ne va Bah, pas c'est se vrai que planquer. d'ailleurs, même à l'époque des missionnaires, euh, je crois qu'ils osaient même plus au bout d'un moment approcher le Japon. Parce que les Japonais les ont. Ouais. Enfin, je sais plus s'il y a eu quel était le type d'interaction, mais c'était assez négatif pour que les missionnaires ne retournent plus du tout au Japon, quoi. Tu ne peux pas créer de la richesse, tu ne peux pas produire, tu ne peux pas interagir, tu peux même faire des mômes, tu ne seras pas considéré comme les leurs. Tu peux rien Hmm. faire, tu peux pas, tu peux consommer,
C'est ce qu'on a fait en Thaïlande tous. Mais tu ne peux pas t'intégrer dans ces pays. Et je l'ai dit publiquement, ah ben c'est la dernière vidéo, c'est l'ancienne, où je suis pour. C'est du racisme, je suis pour le racisme, je suis pour le nationalisme. Moi, ces pays ont gardé une identité. La Corée se trahit pas, le Japon se trahit pas, les Thaïs se trahissent pas, je suis pour. Mais en tant qu'étranger, il faut comprendre le truc et tu vas pas t'installer là-bas. C'est des histoires infinies de vols, de machin. Il faut être complètement allumé pour aller monter un projet. Toi, tu as des pays musulmans, par exemple, je pense, comme la Malaisie. Là, ça a plus de sens. L'Indonésie, la Malaisie, je connais moins bien d'ailleurs, mais je pense que ces Asiatiques-là sont probablement beaucoup plus très différents et beaucoup plus proches des Européens que les vrais Asiates. Les Chinois, les Thaïs, les Japonais, les Coréens. Ça, j'y mets pas un doigt. Je les ai vus, j'ai passé 10 ans là-bas. Et je le dis, alors que pour moi, je les mets numéro un sur l'humanité. C'est là où c'est le mieux pour vivre. C'est là où Hmm. c'est les gens les plus cohérents. Je suis très content d'avoir fait venir ma taille. Je suis latina, c'est des gens que je respecte. Mais en tant que blanc, si on parle d'off-grid et de survie système et d'autonomie, etc., tu peux pas dealer avec ces gens. Il y a des exceptions, mais tu pars avec 95% de chances que ça se passe mal, que tu te fasses voler. Ça prend 5 ans, ça prend 10 ans, mais tu te fais voler. Tu te fais voler aussi en Hmm. Amérique latine, mais tu te fais voler partout. Tu te fais voler en Europe, la France te vole, etc. Mais le problème, c'est de produire. Ah, il y a différentes formes de vol, et je pense qu'en Asie, tu ne peux pas produire, tu ne peux pas posséder, d'ailleurs, le droit à propriété, encore une fois, tu l'as en Malaisie, mais tu ne l'as pas dans le reste de l'Asie. Tu ne peux pas produire, tu ne peux pas posséder la plupart du temps. Donc, j'irai pas. J'irai pas en Europe, j'irai pas en Asie. Voilà. Ok. Ou alors en Malaisie. Je ne connais pas bien hein, le pays, je ne connais pas bien, mais sur le papier, en plus, la Malaisie, c'est un pays où il y a probablement rien à faire, mais c'est un pays qui doit être pas mal pour vivre, en fait. C'est un pays discret, toi. Un pays un peu en dehors des radars, un pays qui fait le job, quoi. Pour expatriation, etc. Voilà. Mais je ne connais pas bien, voire pas du tout. Mais voilà, le conseil que je peux donner, c'est... et en Europe, non. En Europe, il y a... Je veux dire, Europe UE ou alors géographique et à 100%. Tu vois, tu as la Hongrie, manifestement, le président qui est encore... qui a une tête sur les épaules. Je crois que c'est le seul de toute l'Europe. De toute l'Europe élargie, les 28 là. Je crois qu'en dehors de la Hongrie, j'irais franchement plus en Turquie. Hongrie-Turquie, quoi. Mhm. Turquie, je sais pas pourquoi. Et Serbie, Bosnie, ces petits pays, tu sais, un peu. Se planquer pas en Serbie, mais en Croatie, parce que tu as le bord de mer qui est somptueux. Les femmes sont exceptionnellement belles, parmi les plus belles européennes. Et un peu sous les radars. Mhm. Croatie, Hongrie et Turquie. Voilà, Malaisie. Amérique latine, je toucherai pas, sauf Panama. C'est le seul endroit qui est vivable. Mhm. Costa Et la Rica, si on est Géorgie? vieux. La Géorgie, je connais pas, mais il y en a pas un qui y vont. Ça a l'air d'être pas mal. Mhm. Je me suis un peu renseigné sur ce pays et niveau, enfin, ça n'a pas vraiment d'intérêt s'il y a des guerres ou des trucs comme ça. Ça n'a pas vraiment d'intérêt stratégique en fait de contrôler ce pays, bah, à Mais les part un guerres, petit c'est pas le contrôle problème. politique. Les guerres, c'est pas le problème. C'est le pouvoir. C'est la vengeance chinoise. C'est-à-dire Ouais, bah l'absence de même là, il n'y a pas souveraineté. d'intérêt Ils à veulent Géorgie, ruiner. c'est un En fait, peu. ils ont perdu un siècle et demi. Je pense qu'ils veulent vraiment ruiner l'Europe. Ils veulent un effondrement monétaire. Il est programmé. Ils veulent ruiner. Ils veulent faire payer. Ils veulent détruire. Ou ils veulent mettre en vassal. Toi, je sais pas trop comment ils vont s'y prendre, mais ils vont. Et dans ce plan-là, tu la mets où la Russie Bah, par la Russie, rapport à c'est la Chine l'allié. et Bah, la l'Europe? Russie, c'est l'allié de la Chine, hein. La Russie, ils sont main dans la main. Main dans la main ou plutôt Non, mais la Russie, bras qu'est-ce que droit? c'est que la Russie? C'est deux choses. L'économie russe, je l'ai étudiée, je l'ai réétudiée parce que j'ai vu des détracteurs, donc ils ont publié des informations et je me suis dit, tiens,
si on est honnête dans la vie, c'est sympa de consulter un avis contradictoire. Moi, je suis pro, on va dire Poutine, je l'aime bien, mais j'aime bien la Russie, mais en général. Donc maintenant, la Russie, c'est pas, c'est vrai. Alors l'économie en parité de pouvoir d'achat est largement supérieure à la France, mais l'économie est très peu diversifiée. C'est une économie de guerre, c'est-à-dire que la Russie a une industrie militaire, la numéro un du monde quasiment. La capacité de production, en fait, là, ils ont publié récemment, la capacité de production des shells, là, des obus, c'est 7 fois l'intégralité des pays de NATO. 7 fois. C'est-à-dire qu'il y a 25 pays qui sont 7 fois inférieurs à la capacité industrielle de production d'obus russes. Voilà, ça permet de poser le décor. Donc la capacité industrielle d'armement russe est numéro un. La capacité industrielle dans globale chinoise est numéro un. Donc là, tu as les deux premières industries au monde. Donc à un moment, c'est sympa de faire de la banque, de la finance, du virtuel, du Internet, mais il y a un moment, la vie, la matière, t'es baisé. Les Russes et les Chinois ensemble, t'es baisé. Donc la Russe, Hmm. c'est ça, plus une économie d'énergie, de production d'énergie et de matières premières. Voilà, grosso modo ce que fait la Russie. Après, ils ont d'autres industries, mais le gros, ils sont très très forts là-dedans. Ils sont probablement numéro un au monde. Donc la Russie et la Chine ensemble. Alors si tu rajoutes la Corée du Nord pour les bonhommes, pour la production d'humains, quoi, pour le bétail humain, parce que c'est comme ça qu'ils le considèrent, fini quoi. Hmm. Intouchable. C'est le maître du monde de demain. Là, on est en train de passer le pouvoir. D'ailleurs, là, il y a un dernier tour de piste avec Trump et les sionistes, mais on va voir comment ça se passe en 2028. Mais pour moi, on est là, 2030. C'est le dénouement, en fait, c'est la passation de pouvoir. Les sionistes ont le pouvoir pour le moment depuis plusieurs siècles et ils ont perdu. Inévitablement, ils ont perdu parce qu'ils préfèrent la guerre à l'industrie, quoi. Et en fait, l'industrie, je pense que l'industrie, c'est ce qui est le plus important, en fait. Et à un moment, t'es baisé, quoi. T'as pas d'industrie, t'es baisé. D'ailleurs, on le voit en Ukraine, ils sont baisés. Donc, a priori, les chiffres, on en est rendu à 1,7 million. Donc, tu as plein de Français, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais si, si, on est à 1,7 million de morts. Tu as plein de sources. Et des mecs là, je suis en contact aux US avec un mec super high level. En tout cas, le chiffre de 1,7 million est considéré comme réel. 1,7 million de morts. Et il semblerait qu'en d'en face, du côté de la Russie, il y ait moins de 10 morts par jour maintenant. C'est-à-dire ils sont tellement forts dans les drones et le bordel qu'ils arrivent à plus avoir de pertes humaines et ils déglinguent 1000 à 2000 mecs par jour en Ukraine. C'est important, un moment, parce que tout le monde ment massivement. Moi, je considère qu'à un moment, la réalité, c'est l'industrie. C'est comme la ferme. Tout le monde voit que quand on veut concrétiser, dans le dur, dans la matière, ah, c'est dur. Et l'industrie, c'est dur, c'est de la force de frottement, c'est très très dur. Le mec qui détient l'industrie, c'est le mec qui a le pouvoir. À la fin du fin, quand il s'agit de faire les muscles, et c'est ce qui se passe actuellement en Ukraine, ou même en Iran, là, les Israël, ils ont tenu quoi? Ils ont tenu 12 jours face à Iran, puis après ils ont fait faire intervenir Trump, ils ont fait faire une espèce de show ridicule, avec un lâchage de bombes, n'importe quoi, qui a servi à rien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de raser Israël. C'est ça la vérité. Donc à un moment, le mec qui a le pouvoir, c'est l'industrie. Donc pour moi, le sionisme et le monde qu'on connaît en tant qu'occidental, il prend fin devant nous. Mhm. On a perdu en fait en tant que blanc et donc je pense que le signal de la fin, ça va être le crash monétaire. Donc si on a peur du système, tu me demandais quels sont les conseils, bah, on comprend la géopolitique à laquelle on a affaire et on choisit un pays en adéquation. Donc on ne choisit pas l'Europe parce que c'est la target. Ok, Voilà. d'accord. Donc Bon, on a bien fait le tour de ça. oui, bah écoute, on peut s'arrêter là sur le sujet de l'autonomie. Ouais, Euh, et puis, euh, Et puis, on se dit à bientôt pour un nouvel entretien. C'était pas un entretien, là, en fait. C'était un monologue. Mais c'est la ferme. Enfin, tu vas, ça parce que aussi. je crois que tu as une liste de questions à me poser et on va faire d'autres entretiens avec les listes de questions des mecs. Ouais, notamment sur la le fait de Voilà, c'est produire, vrai. justement. Bah, justement, ok. Ouais. À bientôt. Ciao, À ciao. bientôt.